Le Carnatic vint se ranger au quai de Yokohama, près des jetées du port et des magasins de la douane, au milieu de nombreux navires appartenant à toutes les nations. Passepartout mit le pied, sans aucun enthousiasme, sur cette terre si curieuse des fils du soleil. Il n'avait rien de mieux à faire que de prendre le hasard pour guide et d'aller à l'aventure par les rues de la ville. Passepartout se trouva d'abord dans une cité absolument européenne, avec des maisons à basse façade ornées de vérandas, sous lesquelles se développaient d'élégants péristyles, et qui couvraient de ses rues, de ses places, de ses docks, de ses entrepôts, tout l'espace compris depuis le promontoire du traité jusqu'à la rivière. Là, comme à Hong Kong, comme à Calcutta, fourmillait un pêle-mêle de gens de toute race, américains, anglais, chinois, hollandais, marchands, prêts à tout vendre et à tout acheter, au milieu desquels le français se trouvait aussi étranger que s'il eût été jeté au pays des Hottentots. Passepartout avait bien une ressource, c'était de se recommander près des agents consulaires français ou anglais établis à Yokohama, mais il lui répugnait de raconter son histoire, si intimement mêlée à celle de son maître, et avant d'en venir là, il voulait avoir épuisé toutes les autres chances. Donc, après avoir parcouru la partie européenne de la ville sans que le hasard lui en rien servi, il entra dans la partie japonaise, décidé s'il le fallait à pousser jusqu'à Yedo. Cette portion indigène de Yokohama est appelée Banten, du nom d'une déesse de la mer adorée sur les îles voisines. Là se voyaient d'admirables allées de sapins et de cèdres, des portes sacrées d'une architecture étrange, des ponts enfouis au milieu des bambous et des roseaux, des temples abrités sous le couvert immense et mélancolique des cèdres séculaires, des bonzeries au fond desquelles végétaient les prêtres du bouddhisme et les sectateurs de la religion de Confucius, des rues interminables où l'on eût pu recueillir une moisson d'enfants au teint rose et aux joues rouges, petits bonhommes qu'on eût dit découpés dans quelques paravents indigènes et qui se jouaient au milieu de caniches à jambes courtes et de chats jaunâtres sans queue très paresseux et très caressants. Dans les rues ce n'était que fourmillement, va-et-vient incessant, bonzes passant professionnellement en frappant leurs tambourins monotones, yakunines, officiers de douane ou de police à chapeau pointu, incrustés de lacs et portant 2 sabres à leur ceinture, soldats vêtus de cotonnades bleues à raies blanches et armés de fusils à percussion, hommes d'armes du Mikado, ensachés dans leurs pourpoints de soie avec haubert et cotte de maille, et nombre d'autres militaires de toutes conditions, car au Japon, la profession de soldat est autant estimée qu'elle est dédaignée en Chine. Puis des frères quêteurs, des pèlerins en longue robe, de simples civils, chevelure lisse et d'un noir d'ébène, tête grosse, buste long, jambes grêles, taille peu élevée, teint coloré depuis les sombres nuances du cuivre jusqu'au blanc mat, mais jamais jaune comme celui des Chinois dont les Japonais diffèrent essentiellement. Enfin, entre les voitures, les palanquins, les chevaux, les porteurs, les brouettes à voile, les norimons à parois de lac, les kangos moelleux, véritables litières en bambou, on voyait circuler, à petits pas, de leurs petits pieds chaussés de souliers de toile, de sandales de paille ou de socs en bois ouvragé, quelques femmes peu jolies, les yeux bridés, la poitrine déprimée, les dents noircies au goût du jour, mais portant avec élégance le vêtement national, le kirimon, sorte de robe de chambre croisée d'une écharpe de soie, dont la large ceinture s'épanouissait derrière en un nœud extravagant que les modernes parisiennes semblent avoir emprunté aux japonaises. Passepartout se promena pendant quelques heures au milieu de cette foule bigarrée, regardant aussi les curieuses et opulentes boutiques, les bazars où s'entasse tout le clinquant de l'orfèvrerie japonaise, les restaurations ornées de banderoles et de bannières dans lesquelles il lui était interdit d'entrer, et ces maisons de thé où se boit à pleine tasse l'eau chaude odorante avec le saké, liqueur tirée du riz en fermentation, et ces confortables tabagies où l'on fume un tabac très fin, et non l'opium, dont l'usage est à peu près inconnu au Japon. Puis Passepartout se trouva dans les champs, au milieu des immenses rizières. Là s'épanouissaient, avec des fleurs qui jetaient leurs dernières couleurs et leurs derniers parfums, des camélias éclatants portés non plus sur des arbrisseaux mais sur des arbres, et dans les enclos de bambou, des cerisiers, des pruniers, des pommiers, que les indigènes cultivent plutôt pour leurs fleurs que pour leurs fruits, et que des mannequins grimaçants, des tourniquets criards défendent contre le bec des moineaux, des pigeons, des corbeaux et autres volatiles voraces. Pas de cèdre majestueux qui n'abritât quelque grand aigle, pas de saule pleureur qui ne recouvrît de son feuillage quelque héron, mélancoliquement perché sur une patte, enfin partout des corneilles, des canards, des éperviers, des oies sauvages, et grand nombre de ces grues que les Japonais traitent de seigneuries, et qui symbolisent pour eux la longévité et le bonheur. En errant ainsi, Passepartout aperçut quelques violettes entre les herbes. « Bon, dit-il, voilà mon souper. » Mais les ayant senties, il ne leur trouva aucun parfum. Pas de chance, pensa-t-il. Certes, l'honnête garçon avait par prévision aussi copieusement déjeuné qu'il avait pu avant de quitter le Carnatic,
Mais après une journée de promenade, il se sentit l'estomac très creux. Il avait bien remarqué que moutons, chèvres ou porcs manquaient absolument aux étalages des bouchers indigènes, et comme il savait que c'est un sacrilège de tuer les bœufs uniquement réservés aux besoins de l'agriculture, il en avait conclu que la viande était rare au Japon. Il ne se trompait pas. Mais à défaut de viande de boucherie, son estomac se fut fort accommodé des quartiers de sangliers ou de daims, des perdrix ou des cailles, de la volaille ou du poisson dont les Japonais se nourrissent presque exclusivement avec le produit des rizières. Mais il dut faire contre mauvaise fortune bon cœur, et remit au lendemain le soin de pourvoir à sa nourriture. La nuit vint, Passepartout rentra dans la ville indigène, et il erra dans les rues au milieu des lanternes multicolores, regardant les groupes de baladins exécuter leurs prestigieux exercices, et les astrologues en plein vent qui amassaient la foule autour de leurs lunettes. Puis il revit la rade émaillée de feux de pêcheurs qui attiraient le poisson à la lueur de résines enflammées. Enfin les rues se dépeuplèrent. À la foule succédèrent les rondes des yakunines. Ces officiers dans leurs magnifiques costumes et au milieu de leur suite ressemblaient à des ambassadeurs, et Passepartout répétait plaisamment, chaque fois qu'il rencontrait quelque patrouille éblouissante: « Allons bon, encore une ambassade japonaise qui part pour l'Europe. »